Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur, objectivement, comme je le dis d'habitude, la meilleure émission du cercle, hein, l'invité du CA. C'est Victor, votre présentateur préféré également. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, il sera question de globalisation et de guerre de 100 ans, en passant aussi par la mondialisation qui 7 va ans. de pair, de 7 ans, pardon, excusez-moi. François Seton, aujourd'hui, nous en parlera, enfin, ce soir, plutôt nous en parlera. Bonsoir François, comment vas-tu? J'ai froid, mais ça va. Voilà. François est un expatrié, donc le climat peut ne pas concorder, même si je crois que tu es revenu parmi nous Ouais. récemment. Non, mais je m'y fais pas, c'est parce que j'étais habitué à l'expatriation en Asie où il fait beau. Et puis là, j'ai dû faire un an d'Irlande et je suis de retour dans le nord de la France. Donc maintenant, il faut que je me réhabitue à la pluie, au froid et, euh, et aux maisons mal isolées. Oui, ben, le nord de la France. On salue d'ailleurs, hein, tous nos camarades du nord de la France. Bien sûr, on ne vous oublie pas et on vous aime, hein, bien sûr. D'ailleurs, François, donc, comme nous le disions, tu es ingénieur mécanique en Asie. Tu parles. Avec une expérience internationale en Asie, oui. Oui, bon voilà. Tu es polyglotte et tu Oui. es donc de fait au cœur des dynamiques de mondialisation et donc de souverainisme, et en particulier pas loin de tout ce qui se passe au niveau de la Chine, au niveau du protectionnisme également. Donc comme vous l'avez vu, nous allons parler de tous ces sujets-là. Avant de donner la parole à François pour qu'il nous fasse don de son expérience, j'aimerais d'abord rappeler à tous nos camarades présents sur le live que, comme d'habitude, vous pouvez, pour nous soutenir, prendre un sub ou en offrir un. Ça nous aide énormément, je le dis comme d'habitude. C'est la manière la plus directe de nous soutenir, car à l'heure d'aujourd'hui, il, le fait d'offrir des subs est très rémunérateur pour nous. Ça nous aide vraiment pour, pour que l'on puisse faire de meilleurs contenus, hein. Vous entendez aujourd'hui, mon micro n'est pas super. Si vous pouvez m'aider à en prendre un, ce serait super. Merci à vous. Bref. Vous pouvez aller aussi sur le site du Cercle, comme d'habitude. Nous avons la librairie, nous avons la maison d'édition, comme vous le savez, qui édite des livres. Nous avons tous les goodies aussi qui sont à votre disposition. Euh, et, euh, et je crois que l'on a fait le tour. Voilà, je vois dans le chat qu'en même temps, notre superbe équipe de modérateurs met les liens en même temps. C'est magnifique. Merci les modos et merci à tous. Alors François, Oui. je vais te lancer d'une manière assez rapide, assez facile. Euh, Qu'est-ce que la guerre de 7 ans? Allez, qu'est-ce que la guerre de 7 ans? Allez, c'est parti. La guerre de 7 ans, donc, je vais faire un peu un truisme, mais c'est comme beaucoup d'épisodes de notre histoire, peut-être pas suffisamment connus, on n'en parle pas assez dans nos écoles, mais c'est la première guerre qu'on peut qualifier de mondiale dans l'histoire de l'humanité. C'est une guerre qui se déroule de 1756 à 1763 et qui se déroule simultanément sur 3 continents, en Europe, en Asie et en Amérique. Et cette guerre va montrer, sur pas mal d'aspects, en quoi finalement la gestion politique, économique, diplomatique et même, on va dire, commerciale de l'Angleterre a été supérieure à celle de la France. Et c'est un tournant dans notre histoire où jusque-là, on va dire, avec l'Angleterre, on faisait à peu près jeu égal. Et à partir de cet événement, on peut dire que l'Angleterre a définitivement gagné et on commence à rentrer vers un monde qui va se globaliser dans son commerce, mais sous le drapeau de l'Angleterre plutôt que sous celui de la France. C'est super, très bien. Je vais me permettre tout de suite de rebondir sur une question du chat. Donc n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans le chat. Nous les prendrons comme ça au fur et à mesure lorsque ce sera le moment.
Donc je vais prendre tout de suite une question de Bougnat, 75-63. La French Indian War occupe-t-elle encore une place dans la culture et l'inconscient collectif états-unien? Oui, mais ils vont plus l'appeler de leur côté la guerre qui a fait l'Amérique. Les Américains d'aujourd'hui tentent de se dire, de se raconter que, en gros, ils sont les enfants culturels et de la France et de l'Angleterre. Ils ne sont pas uniquement issus de la colonisation britannique, même si celle-ci a été nettement plus prédominante en termes d'effectifs que la colonisation française en Amérique. Donc, au niveau des États-Unis, ils essayent aujourd'hui les Américains se définissent culturellement comme un mélange des deux. Parce qu'ils ont l'impression que tout ce qui leur vient d'Europe de l'Ouest est un petit peu chic. Mais au final, ils ont encore beaucoup d'incompréhension sur ce qui fait réellement la culture française. Je pense que les Américains voudraient être les enfants culturels et de l'Angleterre et de la France, mais en réalité, ils ne sont les enfants culturels que de l'Angleterre. Les traits de la culture française, y compris de celle qui s'est développée en Amérique, a très peu pénétré la culture américaine moderne. Peut-on considérer que les colons britanniques, lors de la guerre de 7 ans, étaient déjà dans leur rapport aux impôts, à la défense du territoire des colonies primitives et à la colonisation sur les Amérindiens plus états-uniens que britanniques? Question de Bougnat, 75-63. Alors, il faut savoir que lorsque les Britanniques ont colonisé l'Amérique du Nord et qui se sont installés dans ce qui deviendra les 13 colonies, ils ont déjà une approche face à ce projet qui est très différente de l'approche française. Finalement, lorsque les Britanniques colonisent un endroit, ils vont y mettre déjà en place des règles particulières qui ne s'appliquent déjà pas chez eux. Qu'est-ce qui a fait au final que les conditions de cette guerre, avant même qu'elle débute, étaient déjà favorables aux Anglais? C'était le fait que les Anglais étaient plus nombreux. Pourquoi étaient-ils plus nombreux? Parce qu'ils ont instauré certaines règles qui ont fait leur succès. Par exemple, il y a dans les colonies américaines, donc les colonies britanniques en Amérique, il y a la tolérance religieuse universelle. À une époque où l'Europe est ravagée par des guerres de religion, beaucoup de réfugiés, aussi bien catholiques que protestants, se trouvant en minorité dans leur État, cherchent un endroit où ils peuvent pratiquer leur foi légalement. Or, c'est très rare à cette époque en Europe. Les États catholiques sont tous légalement intolérants au protestantisme, et la plupart des États protestants sont légalement intolérants au catholicisme. Donc, beaucoup de personnes ne s'y retrouvent pas, mais les Anglais ont été suffisamment malins pour prononcer cette loi de tolérance religieuse universelle, mais qui ne concerne que les colonies britanniques, pas les îles mères d'Angleterre et d'Irlande. En Irlande, ils ne vont pas forcément réussir à éradiquer le catholicisme, mais le catholicisme est illégal en Grande-Bretagne à cette époque, sur l'île de Grande-Bretagne. Ensuite, donc ça donne déjà des conditions particulières. Ensuite, les Anglais ont très tôt compris que pour qu'une colonie commence à rapporter de l'argent, il faut d'abord qu'elle se peuple. Pour qu'elle se peuple, il faut donner des conditions favorables, et notamment dans les débuts, dès la colonisation britannique, il n'y avait pas de taxes sur ce territoire. Il n'y avait pas de taxes, et il n'y avait déjà même plus ce que l'Angleterre n'avait plus depuis le XIe siècle, il n'y avait plus de droit seigneurial. Il faut bien se rendre compte que, en comparaison, dans les colonies françaises, il y a des seigneurs qui ont un système d'imposition similaire à ce qu'il y a en métropole, qui pour certains n'a pas évolué depuis le Moyen-Âge. Il faut des fois payer ses impôts en corvée et en travaux manuels auprès du seigneur, ou tout simplement en nature. Il y a des fermes générales pour des terres qui, jusque-là, n'ont pas encore énormément été mises en valeur et ne produisent
que peu en matière agricole. Donc, on voit qu'il y a vraiment 2 systèmes très différents. Et il y a, finalement, ce n'est que lorsque, les Britanniques vont tenter, après cette guerre, d'uniformiser un peu le régime de loi, le régime fiscal entre leurs colonies et leur métropole, que les tensions vont émerger et que se produira par la suite la guerre d'indépendance américaine. Mais il y a déjà, on va dire, un statut légal et fiscal particulier pour les colonies britanniques. Est-ce que l'intervenant pourrait expliquer d'abord la guerre des 7 ans? Pas mal de gens ici connaissent mal cette partie de l'histoire. Question de Sando. Merci Sando. Alors, on va faire un petit peu de contexte. On est sur une guerre qui se déroule au milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on est finalement très peu de temps avant la fin de la monarchie et la révolution de 1789. On a une Europe où il y a des puissances qui émergent, des puissances qui ont stagné et des puissances qui sont sur le déclin. Et je sais que certains dans l'éducation nationale prétendent que c'est une époque où on essaye de conserver un équilibre des pouvoirs. Pour moi, l'équilibre des pouvoirs politiques dans une région du monde n'est qu'une illusion, ou plutôt n'est pas une intention. C'est un état de fait par des puissances qui s'équilibrent à un moment donné, mais cet équilibre n'est jamais souhaité et n'est jamais maintenu. Alors, au milieu du XVIIIe siècle, où on en est en France, eh bien, on a terminé le règne de Louis XIV, où la France a pris le devant sur ce qui était auparavant la grande puissance d'Europe occidentale, qui était l'Espagne, mais finalement, on n'a pas pris beaucoup d'avance. On se retrouve, notamment après le régime de la Régence, puisque lorsque Louis XIV est mort, c'est son arrière-petit-fils qui va lui succéder, il est beaucoup trop jeune. Le régent, Philippe d'Orléans, prendra donc la succession pour une brève période. Et quand Louis XV arrive, finalement, il arrive au pouvoir et il a un énorme héritage à tenter de maintenir, mais il est relativement peu conscient des failles inhérentes qui existent déjà dans cet héritage. La France peut paraître puissante parce qu'elle est l'un des plus gros États d'Europe en termes de population et de superficie, mais c'est un État finalement assez archaïque, peu urbanisé, avec beaucoup finalement de pauvreté, on va dire une richesse très inégalement répartie, et avec un passif militaire récent qui n'est pas aussi glorieux que ce qu'on pourrait supposer. Louis XIV a finalement été un roi qui nous a laissé comme héritage l'image d'un roi magnifique, mais pas nécessairement d'un roi efficace, d'un dirigeant efficace. A contrario, on a l'Angleterre, on a aussi notre ennemi qui est en train d'émerger, qui est la Prusse, qui est un État beaucoup plus petit, mais beaucoup plus efficace. Ce sont déjà 2 États qui ont mis au pas, il y a très longtemps, leur noblesse. Ce sont 2 États qui misent énormément sur la production de charbon. À l'époque, on ne cherche pas forcément à faire de la fonte, mais le charbon entre déjà dans la composition de la poudre noire, donc, dont il est un des ingrédients principaux. Donc on a des États qui investissent énormément sur eux, beaucoup plus que ne le fait la France, où la richesse est plus un statut social qu'un outil économique. Auparavant, l'ennemi de la France, l'ennemi principal, ce n'est pas la Prusse, c'est l'Autriche. Et puis, il s'est déroulé donc une guerre précédente qui s'appelle la guerre de succession d'Autriche. Donc, il y a un empereur en Autriche qui voulait que ce soit sa fille qui lui succède, même si c'était illégal. Or, il a le droit à la pragmatique sanction, qu'on appelle le fait du prince. Enfin, la loi, c'est le fait du prince, il est dit une pragmatique sanction, ce qu'on connaît comme expression populaire, le fait du prince, c'est-à-dire que le dirigeant
d'un pays est au-dessus des lois puisqu'il en est à l'initiative. Et donc il déroge finalement à sa propre loi traditionnelle et veut que ce soit sa fille qui lui succède. Et puis, finalement, beaucoup de princes allemands sont pas contents, vont lui faire la guerre, quand bien même ils lui avaient donné leur parole contre contrepartie qu'ils respecteraient sa décision. Une fois qu'il est mort, ils ne la respectent plus. Mais le principal instigateur de cette guerre, ce sera un pays qui ne revendique pas la couronne du Saint-Empire romain germanique pour lui. Cet État, c'est la Prusse. Et la Prusse, durant cette guerre de succession d'Autriche, va arnaquer tout le monde, parce qu'elle va énormément inciter la France et ses alliés à déclarer la guerre à l'Autriche, mais la Prusse veut déclarer la guerre à l'Autriche uniquement pour son bien personnel, et notamment pour s'emparer d'une province qui est très productrice de charbon, et qui s'appelle la Silésie. Et à peine se sera-t-elle emparée de la Silésie, que la Prusse va abandonner la coalition anti-autrichienne, et finalement signer une paix séparée et laisser des pays qu'elle a incités à se battre contre l'Autriche se débrouiller tout seuls. Naîtra alors une expression qu'on appelle travailler pour le roi de Prusse, ou en gros travailler pour rien. Donc après cette guerre, finalement, la Prusse apparaît comme un État dont la parole a bien peu de valeur et se retrouve diplomatiquement très isolé. Mais néanmoins, ils ont extrêmement bien joué puisqu'ils sont emparés finalement d'une région qui est stratégique au niveau économique et même au niveau géographique pour la Prusse sur bien des aspects. Donc, quand la guerre de 7 ans va démarrer, on a une situation assez inédite où la France va réussir à s'allier avec son pire ennemi traditionnel qu'est l'Autriche pour aller combattre finalement un pays qui n'a pas respecté sa parole et qui pourrait le faire en beaucoup d'autres occasions. C'est un outil, c'est une caractéristique qu'on pourrait dire aussi qu'on retrouve aussi toujours dans l'Allemagne moderne d'aujourd'hui. Leur parole n'est pas toujours ce qu'il y a de plus fiable. Quand leurs intérêts sont en jeu, les Allemands, notamment les Allemands du Nord, n'hésitent pas à employer le mensonge, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et la Prusse se retrouve isolée parce que elle est ennemie avec l'Autriche depuis déjà, même avant cette guerre. Elle est désormais ennemie avec la France. Elle est également ennemie avec la Suède, dont elle a pris la place en Allemagne du Nord comme leader des puissances protestantes. Et puis, il y a cette puissance lointaine qui commence à émerger, qui s'appelle la Russie, et dont on ne sait pas trop jusqu'où elle est prête à intervenir en Europe centrale, ou voire même en Europe de l'Ouest. Et au milieu de cette situation, finalement, le seul pays qui sera prêt à soutenir économiquement la Prusse dans le cas d'une guerre continentale, c'est l'Angleterre. Donc on se retrouve avec deux pays qui ne se connaissent pas, qui vont être alliés contre des pays qui, jusque-là, étaient plutôt ennemis entre eux. Donc on a une situation finalement très particulière, et cette guerre va se dérouler sur 3 continents, en Europe, en Asie, en Amérique. Alors en Asie et en Amérique, il s'agit essentiellement d'un duel colonial entre la France et l'Angleterre. Les autres pays belligérants n'ont pas d'établissement dans ces régions. Mais en Europe, il s'agit d'une puissante coalition pour tenter de mettre à bas la Prusse, qui se retrouve encerclée de tous côtés et n'a qu'un petit soutien de la part de l'Angleterre. Donc voilà le contexte au moment au déclenchement de la guerre en 1756. Donc là, tu nous as un peu expliqué ce qu'était la guerre des 7 ans, avec leurs spécificités. Pourquoi tu expliques ça comme une première mondialisation? Est-ce que tu peux développer sur ce sujet? Comme j'ai dit, donc ça se déroule sur 3 continents. Et effectivement, il y a des acteurs locaux
qui sont impliqués. C'est-à-dire qu'il y a les acteurs internationaux, que sont la France et l'Angleterre, et localement, il y a effectivement des alliances, il y a des États, des peuples qui vont s'allier plus ou moins à l'Angleterre, plus ou moins à la France, et des fois avec des trahisons. Cette internationalisation de la guerre, elle a lieu parce que le colonialisme est en train de battre son plein, et quand des acteurs arrivent sur un endroit, sur un lieu où ils peuvent faire du commerce, sur un marché, comme on l'appelle, eh bien, dans un premier temps, tant qu'on ne connaît pas la taille du marché, on peut se dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais à partir du moment où on peut voir quelle est la taille maximale du marché, fatalement, on en arrive au bout d'un moment à cette réplique un peu issue d'un western, c'est cet endroit est trop grand pour nous deux, trop petit pour nous deux. Donc, on se retrouve finalement avec un changement de mentalité où auparavant, des commerçants français et britanniques pouvaient faire des affaires sur un territoire donné, sans forcément que les uns aient besoin de voler les autres parce que les ressources étaient abondantes. Mais à partir du moment où on en arrive à un certain pic au niveau de la production des ressources qui seront donc ensuite achetées et revendues en Europe, à ce moment-là, l'envie, on va dire, presque la jalousie, va prendre le pas sur la bonne entente précédente, et le duel est inévitable. Donc il s'agit d'une guerre où, à l'échelle du monde entier, on va appliquer finalement des principes de concurrence commerciale et politique, y compris à des peuples qui jusque-là ne comprenaient même pas ce concept. Donc on voit que cette guerre va amener à une compréhension différente de la guerre dans d'autres endroits du monde pour des peuples qui jusque-là ne la pratiquaient pas de cette manière. Quelles sont les conséquences sur les royaumes européens et les relations internationales ? Donc à la fin de cette guerre. Oui, pardon. Alors à la fin de cette guerre, l'Angleterre est toute puissante, notamment parce qu'elle s'est emparée de la totalité de l'empire colonial français. Il faut savoir que on peut dire que avant cette guerre, la France. Alors, il faut comprendre une petite différence entre le territoire réellement occupé et le territoire revendiqué. La France occupe en Amérique la vallée du Mississippi et du Saint-Laurent. Donc ça, c'est le territoire revendiqué. Sur les cartes, en fait, ça donne des zones énormes. C'est comme si vous preniez les États-Unis, le Canada, vous fusionnez, vous coupez en deux, en une moitié est et une moitié ouest. Vous preniez la moitié est, vous enlevez la Floride et les côtes atlantiques de l'Amérique du Nord, et tout le reste est revendiqué par la France. Eh bien, on perd tout ça. En Inde, on a également, sur les territoires revendiqués où il y a de l'influence, vous fusionnez l'Inde, le Pakistan, le Népal, le Bhoutan, le Bangladesh, le Sri Lanka, vous faites un quart sud-est, et là aussi, on va dire que l'influence de la France est très prégnante sur ce secteur. Et les conséquences de cette guerre, c'est qu'on va tout perdre. On va perdre aussi la moitié des Caraïbes. Et en fait, l'Angleterre va se trouver en situation de quasi-monopole sur les marchandises coloniales qui seront revendues en Europe et qui rapporteront finalement de l'argent parce qu'elles sont vendues aux cours européennes. Donc ça va en fait donner une situation où finalement, jusque-là, les pays d'Europe continentale s'affrontaient entre eux pour essayer, ces pays s'affrontaient pour essayer d'avoir l'hégémonie sur le terrain continental de l'Europe. Beaucoup considéraient que le terrain colonial était finalement assez annexe. Et à la fin de cette guerre, finalement, beaucoup réalisent peut-être un peu trop tardivement la valeur de ce qu'ils ont perdu. Et donc, c'est pour ça qu'on aura, quelque temps plus tard, lors de la guerre d'indépendance américaine,
une coalition de pays qui vont soutenir la cause indépendantiste américaine, dont la France, mais aussi les Pays-Bas et l'Espagne, alors que jusque-là, on avait été plutôt ennemis. C'est qu'on essaye de prendre notre revanche avec un peu de retard sur ce qu'on a perdu en Amérique. Et uniquement en Amérique, parce que cette influence en Inde, par exemple, on ne la retrouvera jamais. Donc, c'est un peu... La conséquence va être la perception du fait que, même si l'Europe reste toujours très importante, les territoires annexes d'une guerre ne sont pas non plus à négliger. Je vais avoir une question de Grosise qui nous demande comment imaginez-vous le monde si la France avait gagné cette guerre? L'Uchronie, c'est toujours très intéressant. Et en fait, quand je fais des fois des uchronies, moi aussi, on se rend compte que quand une guerre est perdue, c'est toujours pour des causes profondes qui tirent leurs racines de bien avant cette guerre. Si on se demande, par exemple, est-ce qu'on aurait pu sauver l'Empire romain en 475 avant Jésus-Christ, juste avant que ce soit la fin, c'est déjà trop tard. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que la France gagne cette guerre lorsqu'on débute cette guerre, à titre d'exemple, en Nouvelle-France, c'est-à-dire sur l'ensemble des colonies françaises sur le territoire des États-Unis et du Canada, on n'a que 65 000 colons français. En face, sur les 13 colonies britanniques, on a 2 millions de colons britanniques. C'est déjà trop tard. C'est-à-dire que même si on armait la totalité des colons français, si en face ils armaient la totalité des leurs, vous imaginez le rapport de force. Maintenant, comment aurait-on pu faire pour sauver cette situation? Il aurait fallu déjà, bien en amont, sur le terrain américain, encourager à plus de colonisation, en donnant, comme je l'avais dit en début de live, des conditions plus favorables. Par exemple, subventionner des navires annuels qui transporteraient des candidats à la colonisation français en Amérique. Donc subventionner, c'est-à-dire qu'ils seraient gratuits, que ce serait payé par l'État. Également, vendre des terrains agricoles à des prix dérisoires, de sol lacre par exemple. Prononcer également la tolérance religieuse universelle, permettre à ce que les protestants de France puissent effectivement vivre dans un endroit en France sans se sentir persécutés. Donc c'est déjà ce défaut qui fait qu'on arrive à une Nouvelle-France qui est très peu développée par rapport aux colonies britanniques. Ensuite, la France n'a pas que mal joué dans cette guerre. Il faut savoir que la France, par rapport aux Anglais, était beaucoup plus alliée aux tribus indiennes locales, qu'elle tolérait beaucoup plus, et notamment avec laquelle elle se métissait beaucoup plus que des Anglais qui étaient quand même, on peut le dire, relativement racistes en comparaison par rapport à nous. Donc nous avions des alliés locaux, ce qui nous permettait de faire des compléments de troupes non négligeables, mais qui n'ont malheureusement pas suffi, car malheureusement, plusieurs de ces tribus indiennes qui étaient alliées à la France ont eu des fois des rôles troubles et finalement une alliance qui n'était pas toujours très fiable. Et de l'autre côté, en Inde, lorsque l'on fait la guerre, il faut savoir que c'est une guerre plus privée qui va se dérouler là-bas, entre une compagnie qui gère le commerce entre l'Inde et l'Angleterre, qui s'appelle la English East India Company, la Compagnie anglaise des Indes orientales, contre une autre compagnie qui est la CFIO, la Compagnie française des Indes orientales. Or, là, c'est une guerre de confiance. C'est une guerre de mentalité sur l'investissement. Chacune des deux compagnies a été créée par un emprunt national, par un emprunt royal. La Compagnie anglaise des Indes orientales a été créée en l'an 1600 par un emprunt par un prêt de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre de 1 million de livres en donnant à la compagnie l'exclusivité du commerce avec l'Inde. Et les Anglais
ont confiance dans leur compagnie. Il y a très probablement de la corruption, mais parce que les Anglais ont relativement confiance et qu'ils laissent un cadre légal en Angleterre pour cette compagnie pour lui permettre de s'enrichir, alors cette compagnie, finalement, est plus préoccupée par le fait de gagner de l'argent que le fait d'en détourner. Et en France, c'est l'inverse qui se passe. Le roi, donc c'est en 1664, c'est sous Louis XIV seulement, donc 64 ans après les Anglais, on n'était pas pressé de commencer, que la CFIO est créée, mais le roi dit qu'il veut un contrôle total sur les activités de la compagnie. Sauf qu'il ne respecte même pas, il ne se donne même pas les moyens de sa propre parole, et la monarchie française va laisser à quelques fonctionnaires le devoir de contrôler les activités de la compagnie, mais comme ils ne sont même pas eux-mêmes surveillés par éventuellement des agents des services secrets, de ce qu'il peut y avoir d'espions en France à cette époque, c'est la gabegie absolue, et finalement, une partie très infime de cette empreinte départ va réellement servir à la compagnie sur place, et l'essentiel est détourné. Donc, on a un affrontement entre ces deux compagnies, mais avec une qui démarre avec beaucoup moins, qui est beaucoup plus jeune et qui démarre avec beaucoup moins de recettes que son adversaire. Néanmoins, on sait que dans cette phase de la guerre, là encore, les Français vont avoir plus d'alliés locaux que les Anglais, même si, encore une fois, en Inde, les alliances sont chancelantes. Donc c'est comment les Français auraient-ils pu faire pour gagner sur ce terrain-là aussi? Là, c'est clairement la nature même de l'administration royale qui est à remettre en cause. C'est la nature même, parce que dans ces deux théâtres d'opération, la France pourra compter sur deux grandes figures majeures qui peuvent être considérées comme réellement quasiment héroïques, tant ils se sont battus contre leurs adversaires avec souvent des faibles moyens, peu de soutien de la part de la métropole et une connaissance des fois que parcellaire de ce qui se passait sur place, et qui ont pourtant fait des miracles pendant une bonne partie de la guerre. C'est le marquis de Montcalm qui fera l'essentiel des batailles contre les Anglais en Amérique, et qui trouvera la mort à la bataille des Plaines d'Abraham, qui scellera le sort de la Nouvelle-France. Et le marquis de Bussy-Castelnau, qui en fait est le chef d'état-major de l'armée privée de la Compagnie française des Indes orientales, et qui a remporté là aussi l'essentiel des victoires contre les Anglais, mais qui sera arrêté par un agent français envoyé par le roi sur ordre de la compagnie pour soi-disant détournement, pour être remplacé par un incompétent total. Donc la France ne manque pas nécessairement d'atouts, mais n'avait pas des conditions de départ suffisantes en réalité pour gagner cette guerre. Quelles analogies peux-tu nous donner par rapport à la mondialisation actuelle? Et après, on enchaînera aussi sur on va dire les leçons à tirer de la guerre des 7 ans, donc par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre des 7 ans et par rapport à notre actualité proche. En fait, il y a des choses qu'on retrouve aujourd'hui de similaires par rapport à cette époque-là, comme si finalement, culturellement, certaines choses n'avaient jamais réellement changé. Un des gros problèmes, et même une des grosses différences finalement entre la mentalité britannique qui a amené finalement l'anglais à dominer la mondialisation, pas non seulement, l'anglais aujourd'hui à la tête du monde, c'est dû au triomphe des Américains à la suite de la Seconde Guerre mondiale, puis de la guerre froide. Mais qui a créé les Américains à la base? Ce sont les Britanniques. Donc, les Britanniques n'avaient pas nécessairement envisagé, n'avaient pas pensé que leurs colonies américaines deviendraient indépendantes, mais l'influence culturelle est là. Et ensuite, les Américains ont beaucoup profité, beaucoup profité de l'héritage culturel et juridique qui a été laissé par l'immense empire colonial britannique qui a continué de vivre après,
pour étendre leur influence, on pourrait dire aujourd'hui, sur la planète entière. Évidemment, quand on parle la même langue, qu'on a des lois extrêmement similaires et qu'on a les mêmes unités de poids et mesures, c'est pour transmettre ensuite le soft power, c'est beaucoup plus facile. Mais ce qui fait aujourd'hui, en fait, une des différences majeures qui subsistent, eh bien, c'est tout simplement qu'on peut dire que le pire ennemi de la performance économique française, c'est l'État. C'est finalement cette machine pantagruélique, ce mammouth qu'il convient de dégraisser, comme disait Claude Allègre, cette espèce de monstre soviétique presque, qui est beaucoup plus occupé à pomper des ressources pour soi-disant se surveiller lui-même qu'il n'est réellement guidé par un désir de performance. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on rencontre, c'est que on a une mentalité française où on cherche constamment à créer un bon État, c'est-à-dire un bon gouvernement, pour bien diriger la situation, plutôt que d'essayer de se faire confiance à nous-mêmes. Là où le modèle britannique est beaucoup plus en train de dire nous performerons à la hauteur de nos ambitions populaires. Et finalement, l'État n'est pas là ni pour aider ni pour entraver la marche normale des choses. Donc aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est encore aujourd'hui, je veux dire, quand on a vu le Covid, la crise, mais surtout le quoi qu'il en coûte qu'on a payé et qu'on va continuer de payer, on a, malgré les erreurs économiques à répétition des gouvernements français depuis plusieurs décennies, on a toujours un désir profond du peuple français d'avoir le gouvernement correct, le gouvernement qui fera les choses bien, au lieu d'essayer de les faire individuellement, ces choses bien. On est toujours à la recherche d'un État stratège, au lieu d'être nous-mêmes, d'avoir des chefs d'entreprise stratèges. Là, on a un peu des chefs d'entreprise qui cherchent à devenir des rentiers, mais qui, auparavant, doivent gagner suffisamment d'argent en obéissant suffisamment à l'État. Et du coup, j'aurais une dernière question à te poser de Mouloud, qui nous demande pourquoi, tout simplement, pourquoi vous êtes-vous passionné pour cette période? Eh ben, c'est un peu... en fait, il y a un narratif français dans notre histoire où on a essayé de nous dire que, après la guerre de 100 ans, qui est nettement antérieure, pendant toute l'histoire du monde jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on avait les Français et les Anglais qui faisaient jeu égal. Et finalement, ce ne serait que les États-Unis d'Amérique eux-mêmes qui auraient mis tout le monde d'accord en nous renvoyant dans les oubliettes de l'histoire. Et j'ai trouvé cette explication un peu trop facile, ou du moins qu'il y manquait des éléments. Parce que, bah oui, les États-Unis d'Amérique, les Américains ne parlent pas américain, ils parlent anglais. C'est un pays qui a été créé par des Européens, c'est-à-dire par nous au sens large. Et pourquoi, à la base, les États-Unis sont-ils anglais avant, plutôt que français, ou espagnol, ou portugais, ou suédois? Et c'est quand j'ai voulu savoir cette vérité, c'est quand j'ai voulu savoir pourquoi, finalement, il y a une mentalité qui aujourd'hui est plus efficace pour produire de l'argent qu'une autre, que j'ai vu ce qu'on a essayé de ne pas trop en parler, qui étaient les différences fondamentales de pensée entre nos deux systèmes, et finalement les preuves dans l'histoire que l'on a eues qu'il y a finalement un de ces deux systèmes qui ne s'adapte pas, ou du moins pas assez. Donc c'est un événement qui montre que c'est finalement beaucoup plus un pays qui laisse
l'esprit entrepreneurial s'épanouir qui va dominer plutôt qu'un pays où l'État cherche à tout contrôler. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur ton savoir sur ces sujets-là? Bon là, je suis resté assez succinct, mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, cet événement, il entre en contradiction avec un narratif qu'on a donné à nous-mêmes, mais également à d'autres, comme quoi la France a longtemps été l'égale en puissance de l'Angleterre. Et quand on arrive dans des pays étrangers, comme en Inde, où je vais bientôt aller, ou en Chine, ils ne comprennent pas la différence énorme de soft power qu'il y a entre eux et nous. Maintenant, finalement, on va dire qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une mort, une agonie, une lente agonie d'un empire globalement américain et de son soft power, et de nouvelles puissances sont en train d'émerger par-dessus, qui ne seront certainement pas aussi puissantes que les États-Unis d'Amérique au moment de leur apogée, mais qui vont elles aussi amener leur soft power et leur façon de concevoir l'économie, la politique, la diplomatie. Donc ces pays, comme vous avez pu certainement le deviner, il s'agit des émergents. Et nous sommes sur une inertie où globalement, pour l'avenir proche, la France ne pourra pas reprendre en puissance, pas énormément. Dans le meilleur des cas, avec une bonne gestion, nous pouvons rester une puissance moyenne, pour le moment, sur du court moyen terme. Mais comment peut-on essayer de tirer parti de la situation pour être prêt à réémerger en tant que grande puissance demain? Alors ça passera par une réelle adaptation à la mondialisation et à son nouveau visage, qui ne sera plus ce qu'il a été jusqu'à présent, c'est-à-dire un visage essentiellement américain. Et là-dessus, je pense qu'on pourrait organiser une nouvelle émission éventuellement. Eh ben, ça sera avec joie. Je vais juste simplement prendre au vol une demande de El Marteau 950 qui te demande si tu aurais des livres à conseiller sur le sujet. Si tu as en tête un ou deux titres. Alors, je suis pas forcément partisan de la littérature, pour tout vous dire, parce que je trouve que c'est peut-être un peu trop théorique. Moi-même, en fait, j'aborde la mondialisation dans son côté pratique, dans son côté tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme tu l'as dit en début de vidéo, j'ai appris des langues étrangères. Je le fais sur mon temps libre. Et je le fais parce que nous vivons dans un pays qui est extrêmement connecté à Internet et où beaucoup d'informations circulent, où il est possible de faire son choix et où sur l'apprentissage de ces sciences-là en particulier, les tarifs sont très très abordables. Et nous sommes un pays, surtout à Paris, nous sommes extrêmement cosmopolites, donc il y a toujours une possibilité d'exercer. Et en fait, je pense qu'il faut moins chercher des livres, même un seul livre, qui vous donnerait la vérité tombée du ciel, avec des concepts finalement assez abstraits, plutôt que de chercher finalement à pratiquer tous les jours en s'intéressant à travers plusieurs vidéos YouTube, à travers des articles que vous pouvez lire sur Internet, en apprenant des langues étrangères, en allant discuter avec tous les étrangers qui se trouvent dans notre pays, notamment ceux originaires des pays émergents, notamment parce que on en côtoie tous les jours un peu à l'université, au restaurant du coin. On peut effectivement s'informer là-dessus. Et ensuite, je pense que l'essentiel d'entre nous ont quand même eu un peu les moyens de voyager. Et c'est en pratiquant qu'on s'adapte réellement à la mondialisation, plutôt qu'un livre.
peut-être nous donner une chaîne YouTube en particulier pour justement un vulgarisateur de ces sujets-là ou autre? Alors sur le terrain vraiment de la compréhension de la globalisation, au niveau géopolitique global, Ou de la guerre des là 7 ans, si tu... alors sur un sujet historique, j'aurais pas spécialement de chaîne à vous recommander. Utilisez YouTube comme Google, tapez quelques mots-clés et globalement prenez ce qui sera référencé. Pour ceux qui maîtrisent suffisamment l'anglais, tapez vos mots-clés en anglais, vous aurez toujours plus de résultats, comme sur Google. Au niveau de la géopolitique pure, il y avait une émission de télévision de mon enfance, qui existe toujours aujourd'hui, même si elle a changé de présentateur, et qui s'appelle Le Dessous des cartes. Et qui auparavant, donc qui existait bien avant YouTube, et qui était diffusé à la télé, mais aujourd'hui, les épisodes sont de nouveau disponibles, au visionnage sur YouTube. Donc vous tapez juste Le Dessous des cartes, et tapez le nom d'un pays, et vous aurez nécessairement un épisode en rapport avec le sujet, et ça vous aidera à commencer à géolocaliser les choses. Et pas seulement des questions de géographie, mais tout ce qui est donc en rapport avec ça. Et bon, moi-même, je suis avec un partenaire, on est en train de commencer une chaîne YouTube, bon, on a des vidéos, mais on fait un peu le montage sur notre temps libre, donc je vous parlerai de certaines thématiques en rapport avec la mondialisation, avec l'expatriation, qui sont des pratiques au quotidien. Mais j'en dirai plus la prochaine fois. Ok, bah écoute, bah ça sera avec plaisir, on te réinvitera et du coup tu pourras nous partager ta chaîne YouTube et ça sera impeccable. Et du coup, bah, je vais te remercier François pour ton intervention. Je vais remercier les spectateurs qui étaient présents sur le live Twitch. N'hésitez pas sur YouTube à poser vos questions dans les commentaires, si voilà, on pourra éventuellement les poser pour la fois d'après. Merci aux modérateurs d'avoir été là, merci aussi aux abonnements. Je vais vous souhaiter une agréable soirée et à très vite sur le cercle. Bonne soirée à tous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.